Je vous propose de diviser mon exposé en 3 temps. Je vais parler peut-être en gros 45 minutes et ensuite ça nous donnera une bonne heure pour pouvoir dialoguer ensemble. Et dans ces 45 minutes, je vais vous proposer 3 temps. Dans un premier temps, je vais rappeler pourquoi il y a urgence écologique. A priori, c'est bien connu, mais je vais dire 2-3 choses, je pense, qui ne sont pas forcément connues de tous. Dans un deuxième temps, j'essaierai de dire pourquoi ça pose des questions assez fondamentales à nos démocraties représentatives occidentales. Dans un troisième temps, j'essaierai d'apporter quelques éléments de réponse, de solutions possibles, sachant qu'évidemment, je n'ai pas du tout la clé et la réponse à tout. Donc la lumière viendra dans la troisième partie. La première partie va être assez sombre et effrayante, et vous verrez, c'est un peu à dessein, mais malheureusement, c'est la réalité. Je pense qu'il vaut mieux que l'on discute sur des bases un tout petit peu lucides. Alors, je vais vous montrer une première diapo, pour rappeler ce qui est sans doute bien connu de la plupart d'entre vous, mais qui mérite d'être redit, à savoir que le GIEC, donc qui est un groupement international d'experts du climat, sous la tutelle des Nations Unies, le GIEC a pris l'habitude, depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, de représenter ces scénarios prospectifs sous la forme de 4 grands scénarios, qu'on appelle les RCP, peu importe ce que signifie RCP. Ce sont des scénarios, ça veut dire que ce n'est pas des prédictions. Donc le GIEC ne fait jamais de prédiction. Le GIEC n'est pas Madame Soleil, ni Nostradamus. Donc il fait un certain nombre d'hypothèses, et il dit, sous ces hypothèses, voilà ce qui pourrait se passer. Et la grande hypothèse, qui dicte en fait les différents scénarios, c'est une trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre au niveau planétaire. Donc le GIEC dit, supposons que la planète suive telle émission, telle trajectoire d'émissions de CO2, de gaz à effet de serre, voilà ce qui va se passer. Voilà quelle sera la pluviométrie, la température, le sens du vent, l'âge du capitaine, etc. Il y a donc 4 grands scénarios. Alors pourquoi 4? C'est fait exprès parce que si on avait un nombre impair, par exemple 3 ou 5, alors spontanément, nous prendrions celui du milieu comme étant la bonne moyenne. Et nous penserions immédiatement en termes de milieu. Comme il y en a 4, on est obligé de chercher dans le vide pour trouver un milieu. Comme il n'y en a pas, ça nous oblige à réfléchir en fonction de ces 4 scénarios. Le scénario le plus pessimiste s'appelle le RCP 8.5. 8.5 ne veut pas dire que nous aurions 8,5 degrés à la fin du siècle d'augmentation de la température. Ici, alors vous l'avez, non ça n'est pas marqué, mais en gros, le RCP 8.5, ça nous emmène à plus 4, plus 5 degrés à la fin du siècle. Sachant que nous avons déjà dépassé les plus 1 degré, que nous nous sommes engagés à la COP 21, donc dans l'accord de Paris, décembre 2015 au Bourget, à tout faire pour ne pas excéder plus de degrés, et même en fait plus 1,5 degré, mais tout le monde sait qu'il est déjà beaucoup trop tard pour rester en dessous des plus 1,5 degrés, même si ça reste physiquement possible. Et en fait, la décision de s'engager sur les plus 1,5 degrés en décembre 2015 était dictée par le souhait par les petits États insulaires, genre île Tuvalu, de pouvoir ensuite faire des procès aux pays du Nord, parce qu'ils n'auront pas respecté l'accord de Paris, et donc lorsqu'on aura dépassé les 1,5 degrés, ils pourront engager des opérations juridiques contre nous. C'était ça l'objectif. Et la communauté internationale a accepté en décembre 2015 de jouer ce jeu pour permettre aux petits États insulaires qui vont disparaître au cours de ce siècle de faire valoir leurs droits. Donc les plus 1,5 degrés, on va les atteindre très vraisemblablement avant la moitié de ce siècle, et plus 2 degrés, il n'y a plus aucun scénario sérieux aujourd'hui qui permet de rester en dessous des plus 2 degrés. Il n'empêche que le GIEC continue de dire, voilà, il y a un scénario, le scénario RCP 2.5, c'est celui-là qui est le plus optimiste, qui nous permettrait de rester en dessous des plus 2 degrés. Le scénario le plus pessimiste est malheureusement celui-ci, là, le rouge, celui que nous sommes en train de suivre actuellement, qui est le plus proche de la trajectoire effective que nous poursuivons actuellement. Ça va? Alors, dans ce que je vais vous montrer dans un instant, tout est organisé autour du RCP 8.5, donc du scénario le plus pessimiste. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer. Ça veut dire que c'est ce qui se passerait si nous nous entêtions à continuer de suivre cette très mauvaise trajectoire. Mais évidemment, c'est une manière pour nous de nous représenter le pire pour surtout que cela n'advienne pas. Je le dis avant de vous montrer la suite. Alors, la diapositive suivante, elle vient d'un article qui a été publié dans la revue Nature il y a 1 an et demi maintenant. Ce premier graphe, en fait, il vous dit simplement quelque chose de très simple, une expérience que nous avons tous faite, qui est
plus 35 degrés dans la jungle du Vietnam, c'est beaucoup plus dur à supporter que plus 41-42 dans le désert du Sahara. Pourquoi? Parce que dans la jungle du Vietnam, c'est très humide, il y a un taux d'humidité très élevé, et le corps humain souffre beaucoup plus lorsqu'il a une combinaison taux d'humidité élevé et température élevée que lorsqu'il a une température très élevée, mais dans un climat sec. Tout le monde est d'accord avec ça? Alors, ce que ces scientifiques ont fait, ils ont mis en abscisse ici la température moyenne au cours d'une journée. Donc, vous voyez, plus de 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, 40 degrés, 50 degrés. Et puis, ils ont mis en ordonnée le taux d'humidité moyen dans la journée, dans l'atmosphère. Et puis, ils ont tracé cette parabole ici, à la droite de laquelle, si vous vous trouvez dans une combinaison qui est à la droite de cette courbe rouge, alors vous êtes dans une situation qui est considérée comme mortelle pour le corps humain, ce qui veut dire concrètement que 6 heures d'exposition à ce régime-là, si vous n'avez pas un peu d'air climatisé quelque part, vous mourrez. Vous et moi, à part Gilles qui est extrêmement résistant, Gilles Gracineau, mais sinon tout être humain normalement constitué ne résiste pas. Et donc là, vous pouvez voir, s'il fait plus de 40 degrés, dès que vous avez plus de 20% d'humidité, en gros, vous êtes dans une condition létale. Ça ne veut pas dire que vous allez mourir tout de suite, mais vous voyez. Alors évidemment, vous pouvez vous dire, bon, la bonne affaire, il suffit que j'ai un peu d'air conditionné. Sauf que, comme vous le savez, la clim produit beaucoup de CO2, et donc il faut absolument cesser de nous reposer avec de la clim. À mesure que nous utilisons la climatisation pour nous exonérer des conséquences du réchauffement, nous sommes dans un processus de maladie auto-immune. Puisque notre remède aggrave le mal. Notre remède émet encore plus de CO2 et donc aggrave le réchauffement climatique. Alors, la question que se sont posées ces scientifiques, c'est combien de personnes vont être exposées dans les années qui viennent, à la fin de ce siècle, à des combinaisons de température et d'humidité létales pour le corps humain, plus de 20 jours par an. Alors la réponse est à la diapo suivante. Donc ils ont regardé dans un premier temps la part des terres émergées sur la planète qui sera exposée à plus de 20 jours de combinaison de température et d'humidité létale pour le corps humain. Le long de la trajectoire rouge, la trajectoire du RCP 8.5, donc qui est le scénario le plus pessimiste. Et ce que vous voyez, c'est qu'à la fin du siècle, on obtient presque 50% des terres émergées sur la planète qui sont exposées à plus de 20 jours de conditions létales de température et d'humidité. Quasiment la moitié des terres émergées sur la planète. Ça, c'est à la fin du siècle. Mais ça monte assez vite. Si vous regardez 2050, vous avez déjà plus d'un tiers des terres émergées. Quelle est la part de la population humaine qui sera concernée? Alors là, il y a une grosse hypothèse qui est faite, qui est, supposons que les gens ne migrent pas. Évidemment, ils vont migrer. Mais pour qu'on ait un peu une idée de combien de personnes ça va affecter, faisons l'hypothèse que les gens restent là où ils sont aujourd'hui. Alors, voilà la part de la population mondiale qui sera affectée. Et si vous suivez toujours le graphe, la courbe rouge, le RCP 8.5, vous voyez qu'à la fin du siècle, on obtient quasiment 75% de la population mondiale. Donc quasiment les 3/4 de la population mondiale seraient soumis à plus de 20 jours de conditions létales, de température et d'humidité à la fin de ce siècle, si nous continuons à polluer comme nous le faisons, et si ces gens ne migrent pas. Quelles sont les zones qui vont être touchées? C'est là que ça devient le plus intéressant, c'est la carte suivante. Donc c'est là que vous voyez, le RCP 8.5, c'est celui-ci. Le RCP 4.5, qui est beaucoup moins pessimiste, est au-dessus, mais j'y reviendrai dans un instant. Regardons pour l'instant le RCP 8.5. Alors, le code couleur est ici. Là, vous avez le nombre de jours par an où vous êtes soumis à des conditions létales de température et d'humidité. Alors, si c'est jaune, ça veut dire que c'est 100 jours par an, ça fait quand même beaucoup, hein, ça fait 1 jour sur 3. Puis si c'est brun, ça veut dire que c'est plus de 350 jours, c'est-à-dire que c'est toute l'année. Alors, ce que vous observez, c'est que la quasi-totalité du bassin amazonien est rouge foncé brun. La totalité de l'Amérique centrale est rouge foncé brun. Donc ça veut dire que ces zones-là vont connaître au moins 300 jours par an de conditions létales de température et d'humidité. Également tout le golfe de Guinée, au moins le littoral du golfe de Guinée, une bonne partie du bassin du Congo. De manière très surprenante pour beaucoup de gens, une bonne partie de la façade est de l'Afrique, ici. Un petit bout de Madagascar, mais ça pour ceux qui aiment Madagascar dans la salle, il y en a, j'en fais partie. Tout le littoral indien, donc ça fait des centaines de millions de personnes. Une bonne partie du sud-est asiatique et ici la totalité de l'archipel indonésien et malaisien. Et un peu la pointe nord de l'Australie. Vous vous doutez bien que, en particulier, les centaines de millions de personnes qui sont dans ces zones-là ne vont pas rester gentiment à mourir tranquillement parce qu'ils n'auront pas accès à la clim.
puisque en Inde, comme vous le savez, il y a encore un tiers de la population qui n'a pas accès à l'électricité, donc a fortiori, qui n'a pas accès à la climatisation. Alors évidemment, c'est d'ici la fin du siècle, et c'est sous deux grandes hypothèses, que nous continuions à polluer comme nous le faisons, et j'espère bien qu'on ne va pas le faire, et deuxièmement, que ces gens ne migrent pas. Autre enseignement très important de cette carte, vous regardez les zones jaunes. Jaune, c'est moins grave, c'est juste seulement 100 jours par an, enfin ça fait un jour sur 3, quasiment. Vous remarquez qu'une bonne partie de la côte Est, en tout cas tous les États du sud des États-Unis sont affectés, 100 jours par an, de conditions létales. Une partie du Maghreb, ici, là, du Mashrek, et la côte Est de la Chine, tout autour de Shenzhen, Shanghai, etc. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de remue-ménage dans ces zones. Alors que la bonne nouvelle, c'est que ça va affecter les États-Unis, ça va les obliger à bouger, à faire quelque chose. La Chine aussi, de manière très intéressante. Un peu effrayante, hein, mais très intéressante aussi. Il est clair que c'est assez effrayant. Ça veut dire probablement des milliards de personnes qui vont devoir migrer. Alors la Banque mondiale chiffre à 2,5 milliards le nombre de personnes qui devraient être réfugiés climatiques dans la deuxième moitié de ce siècle. Si nous suivons cette trajectoire-là et que nous arrivons à cette situation à la fin du siècle, à mon avis, c'est plus que 2,5 milliards de personnes. Voilà. Alors, évidemment, on peut espérer que nous fassions, et il faut absolument qu'on le fasse, des progrès très importants dans la réduction des émissions de CO2, de manière à pouvoir diminuer les émissions et passer d'un scénario catastrophique comme celui-là à un scénario moins catastrophique comme celui-ci, le RCP 4.5, bien qu'il soit déjà très très préoccupant. Mais vous imaginez bien aussi que ça veut dire qu'il y a plein de gens qui n'auront pas les moyens de migrer et qui vont mourir. Ça, c'est très évident. Alors vous voyez que, heureusement, pour nous, en tout cas en Europe, nous ne sommes pas concernés, ou à peine, très peu. Il y a un tout petit peu de blanc en Espagne, ça veut dire il y a quelques jours par an, nous sommes en Espagne. L'Espagne sera soumise à des conditions létales de température et d'humidité. Mais évidemment, la combinaison température-humidité, c'est juste un aspect du réchauffement. Il y en a d'autres, alors je voudrais vous en montrer un autre, qui est ce qu'on appelle le stress hydrique, c'est-à-dire le manque d'eau. Et ça, on sait maintenant dans la Creuse, et sans doute mieux que partout ailleurs, que c'est une réalité prégnante dès aujourd'hui. Alors ici, le code couleur, c'est quand vous êtes brun foncé, ça veut dire que vous allez perdre au moins 80% de l'eau disponible aujourd'hui. Et là, cette fois-ci, c'est pour 2040, c'est pas pour la fin du siècle. 2040, c'est juste après-demain. Les deux jeunes gens qui sont ici seront juste des jeunes adultes en 2040. Donc brun, ça veut dire vous perdez 80%. Rouge foncé ou rouge, disons, si vous perdez entre 40 et 80%. Je vais revenir sur cette marge d'incertitude. Beige, ça veut dire que vous êtes entre 20 et 40%. Jaune, entre 10 et 20%. Et jaune très pâle, moins de 10%. Et là, vous voyez que ce n'est pas les mêmes zones. Le bassin amazonien est protégé, parce que lui, il a beaucoup d'eau. C'est d'ailleurs son problème, l'excès d'eau et d'humidité. Et cette fois-ci, vous remarquez que toute la côte andine est touchée. Les États-Unis sont touchés de manière massive. Vous remarquez que tout le nord du Sahara est touché, et c'est déjà le cas aujourd'hui. J'ai montré cette carte il y a quelques mois au ministère des Finances marocain, à Rabat, et je peux vous dire que ça les intéresse beaucoup. C'est devenu une urgence nationale aujourd'hui pour le Maroc, le manque d'eau. Vous remarquez aussi que toute l'Afrique australe, cette fois-ci, est touchée, alors qu'elle n'était pas du tout concernée par la combinaison température-humidité. Ce n'était pas son problème. En revanche, le manque d'eau devient déjà un problème aujourd'hui. Vous savez peut-être que Cape Town, la grande ville du sud de l'Afrique du Sud, attend ce qu'on appelle le Day Zero, c'est-à-dire le jour où il n'y aura plus d'eau au robinet chaque année. Par chance, depuis 3 ou 4 ans, chaque année, il y a eu une pluie miraculeuse, moins de 20 jours avant la fin des réserves, mais chaque année, ils se demandent s'ils vont atteindre le Day Zero. Vous voyez que tout le Moyen-Orient est touché de manière massive, et vous savez que, par exemple, la grande crise syrienne autour de 2011 n'est pas complètement étrangère à une très grave sécheresse qui a affecté la Syrie entre 2007 et 2010 et qui a été très très mal gérée par Bachar el-Assad. Toute l'Inde est concernée cette fois-ci, toute la Chine, et de nouveau une bonne partie de l'Asie du Sud-Est. Donc il y a une frange de la population qui malheureusement va connaître la double punition, très étonnant, dans cet archipel-là, qui va à la fois connaître des conditions de température et d'humidité qui sont létales pour le corps humain et qui va manquer d'eau potable. Donc il y a fort à parier que si nous continuons dans la trajectoire qu'est la nôtre aujourd'hui, il n'y aura plus personne dans ces zones-là d'ici quelques décennies. Ces archipels-là vont devenir déserts. Un troisième point qui est beaucoup moins connu, qui n'est pas directement lié au réchauffement climatique, mais qui fait partie de la grande crise écologique dans laquelle nous nous trouvons, c'est la raréfaction des ressources minières.
Alors là-dessus, ce thème-là est un peu piégé parce qu'on a fait la bêtise dans les années 70-80 d'annoncer qu'il n'y aurait plus de pétrole dans 40 ans. Et évidemment, c'était faux. Il n'empêche que la planète a atteint son pic d'extraction pétrolier avec les techniques conventionnelles d'extraction en 2006-2005, autour de 80-85 millions de barils extraits par jour. Depuis lors, la planète a crevé ce plafond. Pourquoi ? Parce qu'on a mis en œuvre des techniques qu'on connaissait depuis très longtemps, mais qui sont très peu rentables, des techniques de fracturation hydraulique de la roche, le fracking en anglais, qui sont utilisées massivement aujourd'hui par les États-Unis, qui permettent aux États-Unis d'exporter du gaz, de nouveau, du gaz et du pétrole. Il n'empêche que la question reste posée pour les ingénieurs pétroliers de savoir quand nous allons atteindre le pic d'extraction mondiale, toutes techniques confondues, c'est-à-dire quand nous atteindrons le moment où il ne sera plus possible d'augmenter la quantité de pétrole que nous sortons du sous-sol chaque année. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de pétrole, il y en aura encore beaucoup, mais beaucoup trop. Si nous l'extrayons entièrement du sous-sol, nous achevons de détruire le climat de la planète, mais ça veut dire que nous ne pourrons plus en extraire davantage chaque année, à cause des phénomènes de déplétion du pétrole, sur lesquels je reviendrai si vous voulez. Alors, suivant la tribu des ingénieurs pétroliers à laquelle vous vous adressez, il y a deux sous-tribus. Il y a ceux qui pensent que c'est pour 2025, en gros. Et Christophe de Margerie, l'ancien PDG de Total, qui est décédé, comme vous le savez peut-être, à Moscou, un peu bizarrement, avait annoncé dans son dernier entretien public dans Le Monde que pour Total, c'était 2025. Le pic d'extraction, toute technique confondue. Et puis, vous avez d'autres ingénieurs pétroliers, plus optimistes pour le pétrole, plus pessimistes pour le climat, qui disent non, ce ne sera pas avant 2060. Peu importe, ça veut dire que c'est dans les années qui viennent, ou les décennies qui viennent. Or, je n'ai pas le temps de faire cette démonstration-là, mais c'est très très clair, nous sommes incapables aujourd'hui de produire de la prospérité économique sans augmenter notre consommation de pétrole, y compris en France. Nos économies sont très dépendantes du pétrole, beaucoup plus que ce que la plupart des économistes conventionnels seraient prêts à admettre. C'est un débat technique, on pourra y revenir si vous voulez. Et donc ça veut dire que si nous ne changeons pas de modèle économique dans les années qui viennent, et si nous atteignons le pic du pétrole, nous n'aurons plus de croissance, ça c'est certain, nous n'en avons déjà pas beaucoup, mais nous n'aurons plus du tout, et ça va être un nœud de problème colossal, puisque je pense qu'un certain nombre d'entre nous seront prêts à se faire la guerre pour récupérer du pétrole. Alors après la guerre de l'eau, il y aura aussi la guerre du pétrole. Malheureusement, il y a un certain nombre d'autres ressources minières qui vont également devenir de plus en plus rares, il y a un certain nombre de métaux et de minerais. Le plus critique d'entre eux, ou les trois plus critiques d'entre eux, ce sont le zinc, le cuivre et le palladium. Pour ce qui est du cuivre, j'ai fait un travail avec un géophysicien français qui s'appelle Olivier Vidal, et la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que le pic d'extraction du cuivre, c'est avant 2060. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de cuivre après 2060, ça veut dire qu'à partir de 2060, on ne sera plus capable, à vue humaine en tout cas, d'augmenter la quantité de cuivre que nous sortons du sous-sol. Or, nous avons besoin de beaucoup de cuivre pour nos infrastructures liées aux énergies renouvelables. Les énergies renouvelables sont beaucoup plus gourmandes en cuivre que les hydrocarbures fossiles. Donc les physiciens nous préviennent dès aujourd'hui, faites très attention à l'usage que vous faites du cuivre. La planète va avoir besoin de beaucoup de cuivre dans les années qui viennent. Ça va ? Alors ça, cette carte, elle est due à un historien français, Christophe Bonneuil, qui a travaillé avec d'autres co-auteurs à faire le bilan des exportations et des importations françaises en tenant compte de la nature de ce qui est importé et exporté. Non pas en le comptant en euros ou en francs français, mais en tonnes de biomasse, de métal, de minerais non métalliques, d'énergie fossile et d'autres produits. Alors tout ce qui est au-dessus de cette ligne ici, c'est ce que nous importons. Tout ce qui est en dessous, c'est ce que nous exportons. Donc ça donne une vision beaucoup plus précise et lucide de la dépendance de l'économie française à ses importations et de sa puissance à exporter. Beaucoup plus fine que simplement des euros. En euros, on sait qu'on a un déficit de la balance commerciale, 70 milliards d'euros chaque année en gros, ce qui est à peu près le coût de la facture énergétique en pétrole, mais ça ne nous renseigne pas sur la réalité de notre dépendance. Et ici, ce que vous voyez, c'est que depuis 1975, en gros, la fin des années 70, le seul domaine dans lequel nous sommes des exportateurs, c'est la biomasse. C'est l'agriculture. Tout le reste, nous importons. Nous importons tout le reste. Et l'autre enseignement très intéressant de ce graphe, c'est que si vous faites la somme des deux, bon, c'est des tonnes, hein, évidemment, on additionne des carottes et des tomates, mais c'est quand même intéressant. Si vous faites la somme des deux, vous voyez que nous sommes des importateurs nets depuis plus d'un siècle. D'où le titre donné par Christophe et ses collègues à leur article, qui est « La France, histoire de la France, est-elle l'histoire d'un parasite ?» C'est un peu provocateur,
C'est une manière de dire peut-être qu'au fond, nous avons une dépendance très très forte à nos importations, en particulier en minerais et en énergie. Nous n'en sommes pas tout à fait conscients. Et ça veut dire que si demain matin nous ne sommes plus capables de les importer, nous avons un vrai souci. Ça va ? Parce que nos exportations en biomasse ne compensent pas du tout nos importations en minerais. Ça va ? Donc j'attire notre attention là-dessus pour dire que dans la crise écologique que nous traversons, il y a le manque d'eau, et on en ressent cruellement l'effet aujourd'hui en Creuse. Il y a le réchauffement climatique. Heureusement, nous n'allons pas être directement touchés par les deux variables que j'ai nommées, mais il y a d'autres impacts que je pourrais nommer, mais je vais aller passer à la suite. Et puis, il y a aussi notre dépendance aux minerais. Ça va ? Alors, je vais m'arrêter là pour les mauvaises nouvelles et passer un peu à la deuxième partie, qui est pourquoi ceci interroge de manière très forte notre modèle démocratique. Nous avons construit, au moins depuis 2 siècles et demi, ce que nous appelons une démocratie ou un modèle démocratique, autour de l'idée qu'il y a un certain nombre d'entre nous qui, par des procédures plus ou moins sophistiquées, vont être chargés de nous représenter, et que cette représentation elle-même, elle est soumise à débat. Ce qui est derrière cette opération, qui est une opération politique, symbolique, majeure, il y a une forme de désacralisation du pouvoir, à laquelle le christianisme a évidemment contribué. Donc au moment au XVIIIe siècle où nous coupons la tête du roi, nous autres Français, ce que nous faisons, c'est que nous disons désormais le pouvoir ne pourra plus être, le pouvoir politique ne pourra plus être associé à une figure sacrée, comme a pu l'être le roi dans la monarchie d'Ancien Régime. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir discuter entre nous des modalités d'accession au pouvoir et d'exercice du pouvoir. C'est ça la grande idée de la démocratie. Alors, évidemment, qui a mis un certain temps à s'imposer chez nous. On a mis quasiment un siècle avant d'y consentir vraiment, au moins une partie de nos élites. Mais ça reste, disons, un projet, un souhait, une utopie, un désir qui continue de nous habiter. Pourquoi est-ce que cette utopie, ce désir sont aujourd'hui malmenés par la crise écologique dont j'ai rappelé quelques éléments, très rapidement? Mais parce qu'on entend de plus en plus dire à droite et à gauche, écoutez, la situation est tellement grave que nous n'avons plus le temps de délibérer entre nous, c'est trop urgent, il faut une bonne dictature verte, pour mettre tout le monde au carré, et ça ira mieux. Alors, un endroit où j'ai entendu ceci, sous une forme assez intéressante, c'est à la City, à Londres, en décembre dernier, dans une réunion à la Royal Academy of Sciences, avec des financiers de la City, qui m'ont dit la chose suivante. Ils m'ont dit, écoutez, on a bien conscience du fait que la situation est très grave, et nous venions d'avoir une journée entière d'exposé sur le caractère catastrophique du dérèglement climatique et de la crise écologique. Donc on a bien compris que c'est très grave, qu'il va y avoir probablement des milliards de réfugiés partout dans le monde, des millions de morts, comme il y en a déjà eu dans le passé, j'y reviendrai si vous le souhaitez. Mais il est évident que nous, en Europe, nous ne ferons rien. Ah, j'ai demandé pourquoi, j'étais pas le seul à demander pourquoi, mais un certain nombre de ceux qui, autour de la table, souhaitent que l'Europe s'engage du côté de la transition écologique ont demandé mais pourquoi donc? Et ils m'ont répondu, mais vous savez, on a eu tellement de mal à ordonner la société européenne aux besoins du marché, des marchés financiers, que c'est pas maintenant qu'on va casser ça, pas simplement parce qu'il y a une crise écologique. Donc on a demandé, mais vu les conséquences dramatiques, donc qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Et la réponse de ces financiers, ça a été, la Chine va faire le travail. Parce que la Chine, vous comprenez, elle a un avantage énorme, c'est qu'elle n'a pas de démocratie. Et donc avec elle, ça va filer doux. Elle va imposer des transformations radicales dans le mode de vie de tout le monde, et on n'aura pas besoin de discuter. Et comme ça, elle fera le boulot à notre place. Alors j'ai demandé, et nous, les Européens, qu'est-ce qu'on fera? Alors ces Anglais m'ont dit, écoutez, vous, les Français, je ne sais pas, mais nous, nous mettrons nos enfants en Suède, parce que, pensait-il, il fera bon vivre en Suède, grâce au réchauffement climatique. Grave erreur, parce que la Suède ne sera pas un endroit beaucoup plus agréable à vivre à la fin de ce siècle, si nous ne faisons rien, pour des tas de raisons. J'en énumère quelques-unes, rapidement. Le réchauffement climatique s'accompagne d'une migration, non seulement des humains qui échappent à la chaleur, mais aussi des bactéries et des virus, qui se déplacent de l'équateur vers les pôles. Donc les maladies tropicales se déplacent de l'équateur vers les pôles, donc pour nous vers le pôle Nord, et puis au sud vers le pôle Sud. Par exemple, la malaria est en train de remonter, a retraversé le Sahara déjà, et il y a eu 3 femmes en Italie qui sont mortes de la malaria il y a 1 an et demi,
parce que le médecin italien qui les a auscultés n'était pas spécialisé dans les maladies tropicales, il n'a pas identifié la crise de palu. Donc il n'a pas soigné le palu et puis elles sont mortes. Parce que si vous faites une crise de paludisme, et j'ai attrapé le palu au Tchad, donc je peux vous dire que c'est sérieux une crise de paludisme, eh bien si vous ne vous soignez pas, vous mourrez. La Banque mondiale chiffre à 5,2 milliards de personnes le nombre d'humains qui seraient atteints de la malaria en 2050. 5,2 milliards sur les entre 9 et 10 milliards que nous serions en 2050. Ça veut dire plus d'un humain sur deux aura la malaria en 2050. Petite question que je pose au passage, c'est aurons-nous assez Nivaquine pour tout le monde? Comment celle-ci va-t-elle être distribuée? Je referme cette parenthèse. Ça veut dire que même en Suède, les enfants, pardon de l'expression, mais les gosses de riches, des financiers de la City, qui se fichent de la démocratie et qui vénèrent la dictature chinoise, ne seront pas complètement épargnés parce qu'ils seront également exposés à des maladies tropicales qui vont remonter, dont, au premier chef, la malaria. Et puis, deuxième aspect, très préoccupant, il y a des expérimentations qui ont été faites sur des humains dans des situations d'augmentation très forte de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Donc on a pris des gens et on les a mis dans des laboratoires, dans des locaux, et on a fait augmenter la concentration en CO2. Et on a constaté qu'à partir de 1000 ppm, c'est une unité de concentration, c'est les parties par million, à partir de 1000 ppm, les médecins qui ont fait ça et les scientifiques qui ont fait ces expériences ont estimé que les humains qui étaient exposés à ça perdaient 20% de leurs facultés cérébrales. Alors vous me direz, qu'est-ce que c'est que perdre 20% de ses facultés cérébrales? Je vous avoue que je ne sais pas. Il y a un médecin dans la salle, peut-être qui pourrait nous dire ça. On peut s'interroger sur qu'est-ce que ça veut dire quantifier les facultés cérébrales, mais ça veut dire qu'en gros, on ne va pas bien quand même. Et donc la conclusion de ça, c'est que même les enfants de la City qui vivraient dans des ghettos pour riches en Suède seront exposés à des maladies, et s'il y a plus de 1000 ppm de concentration de CO2 dans l'atmosphère, seront tous gaga à la fin du siècle. Mais ils auront l'intelligence artificielle. Je crois pas. 1000 ppm, si tu peux revenir en arrière juste pour montrer. Encore la toute première. Voilà, 1000 ppm. Voilà, ici vous avez la concentration. 1000 c'est ici. Donc vous voyez que si on prend le RCP 8.5, nous atteignons en gros les 1000 ppm un peu après 2080. En revanche, si nous réussissons à descendre dans l'un des trois autres scénarios, nous échappons aux 1000 ppm. Donc il y a un enjeu colossal, évidemment, à éviter ceci. Ça va? Donc premièrement, notre aspiration démocratique, c'est un choc. Donc, premièrement, notre aspiration démocratique, elle est mise à mal parce qu'il y a une partie d'entre nous, et plutôt du côté des élites économiques et financières, qui se disent, au fond, une bonne dictature, nous en sortirons toujours, parce que nous avons les moyens, une bonne dictature permettra de mettre au carré les pauvres et de les obliger à payer la note de la transition écologique. C'est ça que ça veut dire, en clair. Deuxièmement, il y a d'autres raisons pour lesquelles la démocratie est mise à mal, c'est que l'État lui-même, dans sa légitimité comme État démocratique, est remise en cause par le dérèglement climatique. Et un exemple de ceci, c'est évidemment ce qui se passe au Brésil aujourd'hui, avec la décision prise par Bolsonaro, le nouveau président, de reprendre la déforestation et d'accélérer même la déforestation de l'Amazonie. Alors, il se trouve qu'en ce moment, il y a des feux de forêt gigantesques et qu'il n'a même pas besoin de déforester. Mais nonobstant ces feux de forêt, depuis qu'il est au pouvoir, Bolsonaro a déclaré très clairement qu'il entendait mettre dehors les Indiens qui vivent dans l'Amazonie et déforester. Ce faisant, évidemment, il pratique, on pourrait même dire, un crime contre l'humanité, puisque l'Amazonie est le premier poumon de la planète. Et que si nous déforestons l'Amazonie, nous nous privons de tout moyen raisonnable d'espérer rester en dessous des températures vivables pour la jeune génération qui est ici à la fin de ce siècle. Donc, Bolsonaro pratique aujourd'hui, je crois, le mot n'est pas exagéré, alors certains juristes parlent d'écocide. En fait, c'est un crime contre l'humanité, une humanité qui n'est pas encore vivante ou qui est encore dans la prime jeunesse aujourd'hui. Simplement, la question est de savoir, compte tenu de la souveraineté absolue de l'État-nation dans notre régime international aujourd'hui, qui peut, au nom de quoi, obliger le Brésil à cesser la déforestation de l'Amazonie. Vous voyez qu'on entre en conflit avec un élément central de l'héritage de la modernité occidentale, qui est la pleine souveraineté de l'État-nation, qui fait partie de notre utopie démocratique. Vous voyez que là, elle est mise en difficulté. Et puis, troisième grande difficulté, qui est, au fond, une bonne partie de ces catastrophes sont déjà là aujourd'hui. Vous savez par exemple que l'Allemagne a perdu 80% de la masse de ses insectes. Donc il y a déjà des effondrements en ce moment, qui ont déjà eu lieu.
Je redis, l'Allemagne a perdu 80% de ses insectes mesurés en termes de masse, de biomasse. C'est gigantesque. Autrement dit, pour dire les choses de manière brutale, il n'y a plus d'insectes en Allemagne. C'est catastrophique. Si vous étiez avec nous hier pour écouter un peu ce que nous disait Hervé Covès, vous avez compris que le pullullement des insectes est indispensable à la biodiversité et à la prospérité des écosystèmes naturels, et donc à la vie humaine. Voilà, donc les effondrements ont déjà lieu. Mais des effondrements beaucoup plus catastrophiques vont avoir lieu dans les années ou les décennies qui viennent si nous continuons. Or, ça concerne des populations qui ne sont pas encore en âge aujourd'hui de faire valoir leurs intérêts dans une assemblée nationale. Par exemple, les plus jeunes d'entre nous ici ne peuvent pas encore voter. Et je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de jeunes, les jeunes lycéens, qui ont manifesté cette année très fortement en France, notamment à l'instigation de Greta Thunberg, dont vous avez entendu parler, cette jeune Suédoise, qui regrette fort de ne pas avoir le droit de voter, pas encore le droit de voter, parce que s'ils avaient le droit de voter, ils feraient valoir le fait que pour eux, la crise écologique, c'est la préoccupation majeure aujourd'hui en France. Et donc ça pose un problème qui est comment représenter dans un régime démocratique les intérêts et la volonté de ceux, soit qui ne sont pas encore nés, les générations à venir, soit qui sont encore trop jeunes au regard de ce que nous appelons, nous, la maturité, pour pouvoir exprimer leur vote dans un processus démocratique. Donc ça veut dire que c'est le concept même de représentation des intérêts des citoyens qui est remis en cause par la crise écologique. Et puis il y a une quatrième raison pour laquelle, à mon avis, notre aspiration démocratique moderne, occidentale est remise en cause, qui est précisément la mythologie de l'effondrement. Ou, pour dire un autre mot qui est très en vogue en ce moment, la collapsologie. Alors il est vrai que ce que je vous ai montré là signifie que nous allons au-devant de catastrophes majeures. Montée du niveau de la mer de plus de mètres, probablement, à la fin du siècle. Donc Venise sera sous l'eau, New York sera sous l'eau, etc. Désertification massive, érosion des sols, multiplication des maladies tropicales, fonte des glaciers. Oui, tu peux allumer la lumière si tu veux. Fonte des glaciers, donc réduction des débits des cours d'eau, bouleversement massif du cycle de l'eau, et donc stress hydrique dans les zones que je vous ai montrées tout à l'heure. Il n'empêche que la manière dont aujourd'hui un certain nombre d'amis et de collègues, parmi lesquels Pablo Servigne et quelques autres, qui sont des amis, sont reçus, je ne dis pas que c'est ce qu'ils disent, mais ils sont perçus et interprétés et compris comme signifiant l'effondrement est inéluctable, mais vous verrez, ça se passera bien après, parce qu'on sera tous très gentils, on va devenir des copains fraternels et on va faire des jardins partagés. Alors, je voudrais dire que ceci me paraît très dangereux et me paraît même une menace, et c'est évidemment pas l'intention de Pablo Servigne, qui est un démocrate, bien évidemment, mais ça me paraît même une menace vis-à-vis de notre aspiration à la démocratie. Pourquoi ? Et parce que c'est complètement démobilisateur. Et c'est exactement, d'une certaine manière, ce que souhaitent et ce qu'attendent nos petits amis de la City à Londres. C'est-à-dire une population, vous et moi, complètement démobilisée, prêt à tout et à tout admettre, parce qu'il n'y a plus rien à faire, on attend l'effondrement. Alors peut-être vous ne vous sentez pas immédiatement concerné par cette thématique, pas tous dans cette salle. Je peux vous dire qu'il y a un certain nombre d'étudiants que je rencontre, mais que Cécile rencontre aussi, et puis d'autres dans cette salle, qui viennent nous voir et qui nous disent « Mais au fond, à quoi bon étudier ? Dans 20 ans, tout sera foutu. Pourquoi est-ce que je me fatiguerai aujourd'hui à étudier à l'école ? Pourquoi est-ce que j'apprendrai un métier ?» Et c'est des réflexions que j'entends de manière très explicite. On a même fait, avec Cécile, un petit décompte sur un certain nombre d'étudiants qui sont venus au campus de la transition écologique, qu'a lancé Cécile. Et je peux témoigner par exemple que j'ai pris une étudiante en stage cette année, une jeune normalienne, 22 ans, qui a toute la vie devant elle, qui est très brillante, qui pendant son stage a réussi à faire une grosse déprime, au point qu'elle s'est mise à pleurer toute la journée. On l'a emmenée aux urgences, tout le monde était un peu esquinaqué, ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Puis le lendemain, elle m'a expliqué, elle m'a dit voilà, quand je vois les catastrophes qui vont nous fondre dessus, je me demande à quoi je sers sur cette planète. Donc les jeunes de 22 ans, très brillants, se posent cette question fondamentalement, et ça les désespère. Donc ils oscillent entre la rage de s'en sortir, d'un côté, ça c'est tous ceux qui défilent dans la rue avec Greta Thunberg, et une forme de désespoir que malheureusement la thématique de la collapsologie vient alimenter. D'autant qu'à mon avis, il y a deux racines politiques à la collapsologie, disons à l'imaginaire collapsologique aujourd'hui. Il y en a une qui est au fond un certain imaginaire anarchiste qui se dit en fait chouette, ce que la politique n'a pas réussi à faire, la nature va le faire, à savoir abattre l'État, puisqu'au fond on pourrait se demander qu'est-ce que c'est que l'effondrement. Je ne sais pas moi ce que c'est que l'effondrement, il n'y a pas un effondrement,
Il n'y a pas de grand soir à partir duquel tout s'est effondré le lendemain matin. Il y a des effondrements partiels, nombreux, multiples, dont l'accumulation va rendre la Terre inhabitable. Il n'y a pas un effondrement. Donc je pense que dans l'idée du grand soir et de l'effondrement avec un E majuscule, en fait, ce que visait derrière, même si ce n'est pas toujours dit, c'est la suppression de l'État. Sauf que je vous laisse imaginer ce que c'est que la Creuse quand il n'y a plus d'État. Déjà, il n'y a plus beaucoup de services publics, ils s'en vont tous, mais ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de trains qui s'arrêtent, il n'y a plus d'hôpitaux du tout, il n'y a plus de services postaux, il n'y a plus de banques, etc. S'il n'y a plus d'État. Il n'y a plus de sécurité sociale et il n'y a plus de sécurité tout court. Donc c'est le retour à une féodalité que l'Europe a connue après l'effondrement de l'Empire romain. Si effondrement il y a bien eu, ou effondrement progressif. C'est-à-dire une féodalité que je ne nous souhaite absolument pas. Donc ce que ça veut dire, c'est que ce que je vous ai montré ici, c'est pas du tout pour que nous ressortions de cette salle complètement déprimés en nous disant il n'y a plus rien à faire, c'est foutu et c'est trop tard, mais c'est au contraire pour qu'on se retrousse tous les manches et qu'on agisse chacun à notre niveau, y compris au niveau politique, pour que ceci n'advienne jamais. Et puis, deuxième racine politique et historique à l'imaginaire de la collapsologie, c'est ce qui s'est passé dans ce qui n'était pas encore l'Allemagne à l'époque, et qui n'était plus non plus vraiment le Saint-Empire romain germanique, au début du XIXe siècle, avec d'un côté la Révolution française à la fin du XVIIIe, et de l'autre, la victoire de Iéna, très rapide, par les troupes napoléoniennes, qui ont écrasé la Prusse, à la grande surprise des Prussiens eux-mêmes, et de tous les intellectuels germanophones de cette période, qui ont pris conscience du fait que l'Allemagne n'était pas du tout un pays unifié à cette période-là, elle sera unifiée bien plus tard, 60 ans plus tard, et qui se sont dit, mais en fait, c'est qui ces Français arrogants, parisiens, qui prétendent avoir la rationalité universelle, avoir fait la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui ont mis en place un empire qui veut occuper la totalité de l'Europe, qui nous détruisent nos armées et qui nous humilient. Et il y a une réaction très forte d'un certain nombre d'intellectuels germanophones de l'époque, avec un retour vers la nature. Une nature évidemment fantasmée, qui n'a jamais existé comme telle, une nature vierge de toute action humaine, ça fait longtemps qu'il n'y en a plus en Europe, mais qui était une espèce de visage inversé d'un certain visage de la rationalité arrogante parisienne, des lumières telles qu'elles étaient fantasmées et transmises dans la violence par les grognards napoléoniens. Et ceci a alimenté notamment ce qu'on appelle le Sturm und Drang dans ces États germanophones, et un certain romantisme du retour à la nature qui va trouver, évidemment, à la fin du siècle, même chez quelqu'un comme Wagner, en dépit du caractère génial du compositeur, et dans une reprise terrifiante, évidemment, sous le Troisième Reich, qui va alimenter un certain imaginaire de l'effondrement de la civilisation si nous ne revenons pas à la nature. Et la première fois qu'on a ce thème de l'effondrement de la civilisation européenne, c'est chez ces intellectuels germanophones du début du XIXe siècle. Et donc des historiens nous avertissent en nous disant « Faites très attention lorsque vous agitez l'épouvantail de la collapsologie, sans le savoir, pour une bonne partie d'entre vous, d'entre nous, vous réactivez des vieux démons qui habitent l'Europe depuis plus d'un siècle et qui tournent autour d'un retour vers la nature protectrice, maternelle, lorsque nous croyons que notre civilisation est foutue. » Voilà. Évidemment, ceci veut dire aussi l'abandon de l'aspiration démocratique. Voilà un peu pour toutes les raisons, et il y en a sans doute d'autres dont on pourra discuter, pour lesquelles, à mon avis, la démocratie telle que nous l'avons espérée, comprise, souhaitée et construite depuis plus de 2 siècles est aujourd'hui menacée. Troisième partie, qui est ce qui peut être de l'ordre de la réponse. De mon point de vue, la réponse, elle se trouve dans ce qu'on appelle, une réponse possible, c'est pas la réponse, pardon, dans ce qu'on appelle les communs. Je vais expliquer rapidement ce que c'est. Ça vient plutôt de l'économie, mais en réalité, à mon avis, ça a une vraie portée politique, y compris pour les maladies contemporaines de la démocratie occidentale. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est, disons, ce qu'on apprend aux étudiants en économie, qui étudient les travaux d'une grande dame, Elinor Ostrom, qui a eu le prix Nobel d'économie en 2009. C'est la seule femme à avoir jamais eu le prix Nobel. En fait, c'était grâce à la crise financière de 2008. Le jury Nobel était tétanisé en 2009, ne savait pas quoi faire. Il s'est dit, cette fois-ci, il faut quand même qu'on donne le prix Nobel à quelqu'un qui ne raconte pas que les marchés financiers sont efficaces. Ils ont cherché en catastrophe quelqu'un qui ne disait pas ça, et ils ont trouvé Elinor Ostrom. Et puis après, 2010, ils étaient rassérénés, ils se sont dit, ça y est, la crise est passée, on va pouvoir recommencer à donner le prix Nobel à des économistes qui nous disent que les marchés financiers sont efficients. Et d'ailleurs, il n'y a plus de femmes depuis lors qui ont eu le prix Nobel. Voilà, c'est la seule femme qui n'a jamais eu le prix Nobel. Elinor Ostrom. Alors, Elinor, elle dit, ou elle disait dans ses travaux, parce que malheureusement elle est décédée d'un cancer depuis lors, elle disait,
vous les économistes, vous êtes habitués à voir le monde en noir et blanc, avec deux types de biens. Les biens privés et les biens publics. Les biens privés, c'est les biens qui relèvent de la sphère marchande, du marché, de l'échange commercial. Puis les biens publics, c'est ce qui relève de la bureaucratie d'État. Alors comment est-ce que les économistes ont l'habitude de caractériser ces biens? Alors malheureusement c'est en anglais, puis je n'ai pas eu le temps de le traduire en français. Les biens privés sont caractérisés par deux dimensions. Le caractère rival de la consommation et le caractère exclusif de l'accès. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je bois ce verre d'eau qui est ici, ce verre d'eau, Christophe ne peut pas le boire. Donc c'est lui ou moi. Ça veut dire que la consommation, merci beaucoup, est exclusive. Alors évidemment, Christophe a le droit d'être très généreux et hospitalier, de me donner de l'eau. Mais vous voyez que la consommation de ce verre d'eau est exclusive. Soit c'est lui, soit c'est moi. On ne peut pas partager ce verre d'eau. Et puis l'accès est rival, pardon. La consommation est rivale. Et puis l'accès peut être rendu exclusif au sens où si je veux une bouteille d'eau, il se peut que je doive l'acheter. Donc je m'acquitte d'un prix ou par exemple d'une taxe, d'un impôt, ou des frais d'inscription, etc. Donc il peut y avoir un accès régulé, par exemple, par un prix. Tout le monde, enfin certains peuvent être privés de l'accès à cette ressource. Ça s'appelle un bien privé. Par opposition, un bien public, c'est un bien dont la consommation n'est jamais rivale et dont l'accès ne peut pas être régulé de cette manière-là. Alors typiquement, le soleil, si je vais bronzer au soleil, ça n'empêche absolument pas Cécile, qui est là-bas, de bronzer au soleil en même temps. C'est-à-dire, je ne prive personne en allant bronzer au soleil. Donc la consommation n'est pas rivale, contrairement à l'eau. Et puis de la même manière, l'accès peut difficilement être rendu exclusif parce qu'on ne peut pas mettre un policier tous les 10 mètres pour m'obliger à m'acquitter d'une taxe si je bronze au soleil. Encore que, vous savez qu'il y a certaines plages privatisées où vous devez payer, on en parlait il n'y a pas très longtemps, sur l'île de Majorque, vous devez payer 1 000 € la journée pour avoir le droit de bronzer au soleil sur une plage privée. Et justement, parce que c'est-à-dire qu'elle a été privatisée, en fait. Mais le soleil, a priori, comme dit l'évangile de Matthieu, il brille pour tout le monde, pour les bons et comme pour les méchants. Et donc c'est un bien public. L'accès ne peut pas être rendu exclusif. Ça va? Vous voyez bien la différence entre bien privé et bien public. Bon. Alors ce que dit Elinor Ostrom, c'est qu'il y a des biens qui sont ni privés ni publics, mais qui sont intermédiaires, qui sont des biens communs d'un côté et des biens clubs de l'autre. Alors les biens communs, qu'est-ce que c'est? C'est des biens dont la consommation peut être rivale, mais dont l'accès ne peut pas être régulé comme pour un bien privé. Alors un exemple, c'est un étang dans lequel vous vivez, vous pêchez des poissons. Si je vais braconner la nuit et que je prends tous les poissons, alors j'ai brisé toutes les chaînes trophiques des poissons, il n'y a plus de poissons l'année prochaine, et tout le monde est privé de poissons. Donc la consommation est rivale. Mais de même que pour le soleil, c'est quand même compliqué de mettre un garde champêtre derrière chaque arbre la nuit pour vérifier que personne ne vient braconner la nuit. Donc ça s'appelle un commun. Et en fait, les biens communs, vous en connaissez tous, nous en connaissons tous en Creuse, c'est les fameux communaux qui existaient encore et qui existent peut-être encore aujourd'hui dans la plupart de nos villages, qui ont en fait fait florès pendant tout le Moyen-Âge, mais face auxquels, j'y reviendrai dans un instant, d'une certaine manière, une certaine modernité a fait la guerre à ces communs depuis 2 siècles et demi. Et puis il y a les biens clubs, on pourrait appeler ça des biens tribaux, ou en allemand des biens stämmig, du Stamm, la tribu. Ce sont des biens dont la consommation n'est pas rivale, mais dont l'accès est régulé. Alors typiquement un club d'échecs. Si j'entre dans un club d'échecs, ça n'empêche pas Anne, qui est par ici, c'est plus haut, qui est tout au fond, de jouer aux échecs avec moi. C'est même mieux, ça lui fait un partenaire de plus dans le club d'échecs. Donc la consommation n'est pas rivale. En revanche, pour entrer dans le club d'échecs, il se peut que je doive m'acquitter des frais d'inscription. Il faut que je rentre dans la tribu, d'une manière ou d'une autre. Vous voyez ? Et donc ce que dit Elinor Ostrom, c'est, en fait, il y a des biens privés, il y a des biens publics, mais il y a aussi des communs, et puis il y a aussi des biens clubs, ou des biens tribaux. Alors un exemple de bien club très connu aujourd'hui, c'est ça. Hein, dès que j'ai acheté cet appareil-là et l'abonnement qui me permet de me connecter, si j'étais seul au monde à avoir ça, ça n'aurait aucun intérêt. Je pourrais appeler personne, personne ne pourrait m'appeler. Si nous sommes 7 milliards à être connectés, ça devient intéressant. Donc ça, c'est un club. Ok ? Alors, la première remarque que je voudrais faire, c'est évidemment, si vous réfléchissez une minute, vous verrez qu'aucun bien n'est intrinsèquement ni privé, ni public, ni commun, ni club. En fait, les biens, ils n'ont pas de nature prédéterminée. C'est nous qui décidons d'en faire des biens privés ou publics, ou des communs, ou des biens clubs. Je prends un exemple, c'est l'éducation. L'éducation a été un bien privé pendant très longtemps, puis elle a été un bien tribal, un bien club pour les plus riches des Européens, notamment grâce aux jésuites à partir du XVIe siècle. Puis elle est devenue un bien public au XIXe, au moment où l'État, en particulier la Troisième République, a pris en charge l'éducation de la jeunesse. Et la fameuse dispute
entre l'instituteur, le hussard noir de la République et le curé de village, c'est une dispute sur la nature de l'éducation. Est-ce que l'éducation est un bien tribal ou privé, en quel cas elle relève de l'Église, ou est-ce que c'est un bien public, en quel cas elle relève de l'État? Et donc on a fait le choix en France de faire de l'éducation un bien public. Et puis, depuis une trentaine d'années, les crédits publics à l'éducation nationale et à l'université s'effondrent tellement qu'on peut se demander si notre société veut vraiment conserver l'éducation comme un bien public. Et le succès des lieux d'enseignement privés, y compris les collèges jésuites d'ailleurs, dit quelque chose du fait que notre société, sans se l'avouer à elle-même, est peut-être en train de renouer avec l'idée que l'éducation est un bien privé. Est-ce que c'est une bonne chose? À vous de juger. Je ne suis pas en train de porter un jugement, mais... Donc vous voyez bien que la même ressource, par exemple l'éducation, peut changer de statut dans l'histoire. Ça dépend d'une décision politique. Donc ça veut dire que derrière ça, il y a une délibération nécessaire. Donc, penser le monde en termes de biens publics, privés, communs et tribaux, à condition de les dénaturaliser, et de dire, en fait, derrière chaque détermination, chaque catégorie, il y a une décision politique, ça ouvre à une délibération collective. Quels sont les biens que nous voulons conserver en commun? Quels sont les biens que nous voulons déléguer à la sphère marchande, comme biens privés? Quels sont les biens dont nous voulons qu'ils relèvent de l'État? Et quels sont les biens tribaux dont nous consentons, nous acceptons qu'ils restent les biens tribaux, les biens clubs? Vous voyez? C'est pas évident. Je suis sûr que si on se met à discuter, chacun d'entre nous a sa petite idée sur les biens qui doivent devenir des biens communs. Par exemple, est-ce que la biodiversité est un bien commun? Est-ce que l'eau est un bien commun? Alors, exemple historique très connu, à Naples, il y a eu une grosse bagarre en 2011 parce que le gouvernement italien et la Commission européenne voulaient privatiser l'eau à Naples, parce qu'il manquait déjà d'eau à l'époque. Les Napolitains sont descendus dans la rue, ont protesté, ont dit non, c'est hors de question, l'eau c'est un bien vital, il est hors de question que les gens fassent des affaires sur l'eau, donc l'eau doit devenir un bien municipal. Donc ils ont travaillé pour la remunicipalisation de l'eau, sujet qui nous concerne déjà aujourd'hui. Ils ont obtenu gain de cause, mais après des bagarres homériques, en particulier contre la Commission européenne, qui voulait privatiser l'eau à Naples. Et il y a un grand juriste italien, Stefano Rodotà, qui a proposé à ce moment-là qu'on inscrive dans la Constitution italienne que l'eau est intrinsèquement un bien commun. Ça veut dire que les Italiens prendraient la décision collective et porteraient ça au plus haut niveau de l'autorité juridique, le droit constitutionnel, la Constitution italienne, et diraient l'eau désormais ne pourra plus être privatisée parce que c'est un bien commun. Malheureusement, Rodotà a échoué, donc ça n'est pas dans la Constitution italienne, mais la proposition est sur la table. Et on pourrait se poser la même question pour la France. Quels sont les biens dont nous voudrions ensemble qu'ils soient des biens communs, qui ne puissent jamais être privatisés? Parce que le jour où ils seront privatisés, ce qui va se passer après sera très, très vite vu. Les plus riches y auront accès et pas les autres. Et tous ceux d'entre nous qui se sont promenés dans les bidonvilles de la planète, que ce soit en Inde ou en Afrique, ont tous vu les camions-citernes arriver, les pauvres se ruer pour avoir 3 gouttes d'eau et payer une fortune, le droit d'avoir 3 gouttes d'eau potable par jour, quand ils y arrivent. C'est ça la fin de la privatisation de l'eau. Donc c'est ça qu'évidemment il faut absolument éviter. Autre exemple, évidemment, Cochabamba, en Bolivie, vous en avez entendu parler, les Boliviens se sont battus eux aussi pour que l'eau ne soit pas privatisée à Cochabamba. Ça vaut pour l'eau, ça vaut pour l'oxygène, ça vaut pour des biotopes sains, ça vaut pour des écosystèmes naturels prospères, ça vaut aussi par exemple pour la culture. On pourrait se demander si la culture n'est pas un commun. Et tout ce qui tourne autour des logiciels libres sur Internet, peut-être du copyleft dont vous avez entendu parler, c'est-à-dire des modes de propriété originaux où, par exemple, je crée une chanson, je la mets en accès libre sur Internet et je dis tout le monde a le droit d'utiliser la mélodie, les accords, les harmonies, les paroles, à condition de ne jamais en faire un bien privé, c'est-à-dire de ne jamais revendiquer un droit d'auteur dessus. Donc c'est le contraire du copyright. Ça s'appelle le copyleft. Oui. Le copyleft, c'est une manière de dire ma chanson est un commun. Wikipédia, tout le monde peut intervenir sur Wikipédia. Alors, au début, si vous vous en souvenez, pour ceux qui s'en souviennent, pas les plus jeunes, mais les autres, tout le monde disait, oh là là, Wikipédia, ça va être un bordel pas possible, il va y avoir des horreurs. En fait, des tests ont été faits, il y a moins d'erreurs dans Wikipédia que dans l'Encyclopédia Britannica. Donc, c'est-à-dire que notre intelligence collective, quand nous travaillons ensemble, est très très puissante, et d'une certaine manière plus puissante que l'opération d'État, puisque l'Encyclopédia Britannica, c'est une opération d'État, c'est une opération publique. Ça ne veut pas dire que les opérations publiques ne sont pas bonnes, je ne suis pas en train de dire ça, mais c'est-à-dire qu'il faut réapprendre à honorer ce que le Moyen-Âge européen connaissait très bien, à savoir les communs.
ce que le droit romain connaissait déjà très très bien, la res communis, la chose commune, qui n'est ni la chose privée, ni la chose publique, ni la chose tribale. Alors pourquoi je parle de ça en lien avec la question de la démocratie? Parce que je crois, et je vais m'arrêter là dans 5 minutes, je crois que notre modernité occidentale au XVIIIe siècle et notre représentation de la démocratie tournent au fond, c'est une lecture possible, il y en a d'autres, de 3 grands piliers. Le premier, c'est ce que je disais tout à l'heure, à savoir la désacralisation du pouvoir. On pourrait dire autrement, la séparation définitive entre le religieux et le politique. L'idée que le religieux ne donne plus de droit de regard spécifique sur la question politique. Ça ne veut pas dire que l'instance religieuse n'a pas son mot à dire dans le débat public, mais elle a un mot à dire avec d'autres, à égalité avec d'autres. Elle n'a plus, le pouvoir n'est plus sacré, donc l'Église en particulier n'est pas redevable du politique comme tel. Ce qui évidemment suscite la nostalgie d'un certain nombre de chrétiens, mais qui d'une certaine manière ne sont pas fidèles probablement à l'Évangile. Premièrement, désacralisation du pouvoir. Deuxièmement, les droits de l'homme, les droits humains. C'est-à-dire l'idée qu'il y a des droits inaliénables qui concernent les individus et les collectifs, parce qu'il y a aussi des aspects collectifs dans les droits sociaux en particulier, qui sont indépendants de la délibération et qui donnent même une norme universelle intangible. En fait, c'est un héritage sécularisé de ce qu'on a appelé au Moyen-Âge le droit naturel. Et puis, troisièmement, la propriété privée. Parce que la propriété privée est inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme comme un droit inaliénable et sacré. Elle est dans notre Code civil, et elle a un statut extrêmement élevé dans notre Code civil. Et, je n'ai pas le temps de raconter tout ça, mais au fond, même la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est la manifestation par une certaine bourgeoisie citadine de la volonté de mettre en avant la propriété privée. Et notre démocratie représentative peut même se comprendre, et c'est Benjamin Constant qui dit ça, comme, eh bien, nous élisons des gens pour nous représenter, qui vont gérer les affaires publiques, pendant que nous allons prospérer dans nos affaires privées. Et donc dans cette représentation-là, la démocratie représentative pourrait être implicitement construite sur une partition du monde privé-public, largement remise en cause par Elinor Ostrom et d'autres, mais dans laquelle on se dit, au fond, les représentants sont là pour faire notre boulot à notre place sur les questions publiques, et nous gérons nos affaires privées, tranquillement. Et pourvu que l'État nous laisse tranquilles dans la gestion de nos affaires privées. Quelqu'un qui dit ça de manière très explicite, c'est Benjamin Constant. Et dans le même temps, au XVIIIe et au XIXe siècle, il y a eu une bagarre très très forte des avocats de la propriété privée contre les communs. Donc les biens communs n'ont pas disparu du Code civil, ils sont toujours présents, mais de manière extrêmement discrète. Et très souvent, les juristes aujourd'hui font comme si les biens communs avaient disparu du droit français, alors qu'ils y sont toujours, mais de manière très discrète. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est en crise dans notre démocratie, à cause du dérèglement climatique et de la crise écologique, c'est le troisième pilier, la propriété privée. La désacralisation du pouvoir, les droits humains, les droits de l'homme et de la femme, et la propriété privée. Pourquoi est-ce que c'est la propriété privée qui est en crise? Parce qu'elle est l'une des sources majeures de la crise écologique. Pourquoi? Parce que si demain matin, aux États-Unis par exemple, je trouve du pétrole dans mon jardin, si je suis le propriétaire privé de mon jardin, personne n'a le droit de m'empêcher d'extraire du pétrole et de continuer à détruire la planète. Donc là, et vous voyez que c'est la même question qui est posée sur la souveraineté de l'État avec Bolsonaro, l'Amazonie au Brésil. L'État souverain est le miroir, en fait, et c'est ce qu'on trouve chez Hobbes, évidemment, du propriétaire privé souverain, souverain absolu, de ce dont il est propriétaire privé. Donc c'est cette absoluité ou cet absolutisme de la propriété privée qui pose problème aujourd'hui. Il faut pouvoir encadrer la propriété privée et dire, même si vous êtes le propriétaire privé de votre jardin, pour des raisons écologiques qui intéressent la totalité de l'humanité, vous n'avez pas le droit de sortir le pétrole de votre jardin. Ou bien, les poissons qui sont dans les océans ne sont pas votre propriété privée. Vous n'avez pas le droit de pêcher n'importe quel poisson, n'importe comment, parce que vous savez que la pêche industrielle en eau profonde, ajoutée aux déchets plastiques, le nouveau continent de la planète, ajoutée au réchauffement des océans et à l'acidification des océans, à cause de l'absorption de CO2, détruit les poissons, de sorte qu'il n'y aura probablement plus de poissons comestibles dans nos océans entre 2040 et 2050. Donc ça veut dire, est-ce que l'humanité aujourd'hui est capable de se dire, nous voulons que nos poissons soient un commun et non plus un bien privé? Ça peut difficilement être un bien public, parce que heureusement, il n'y a pas d'État mondial pour gérer comme bien public la totalité des poissons de nos océans. On peut espérer que ça ne devienne pas un bien tribal, parce que les poissons bougent, heureusement, donc ils traversent les océans. Voilà.
On pourrait poser la même question sur les oiseaux, par exemple, hein, puisqu'on a eu un très bel exposé hier d'Hervé Covès sur les oiseaux. On a compris que la migration des oiseaux était centrale à l'équilibre de nos écosystèmes naturels. La question est posée, par exemple, sur la chasse et l'extension des espèces d'oiseaux qu'on a le droit de chasser et d'abattre en France. C'est une question. Est-ce que l'oiseau peut devenir un bien privé? Question qui mérite d'être posée, pour laquelle il faut une délibération. Et j'arrête là. Qu'est-ce que ça voudrait dire si on prenait au sérieux ces idées-là pour notre démocratie? Ça voudrait dire qu'on pourrait assigner à l'État un nouveau rôle qui n'est pas tant de s'occuper des biens publics, qui est la fonction dans laquelle on l'a cantonné, disons, depuis la modernité, avec cette idée que ce qui est fondamental, c'est la propriété privée, les droits de l'homme et la désacralisation du pouvoir. Mais on pourrait assigner à l'État une nouvelle fonction, une nouvelle mission, beaucoup plus difficile et beaucoup plus noble que simplement faire respecter les contrats privés, qui est de faire respecter les communs et de rendre possible l'émergence des communs dans la société civile. Ça veut dire que l'acteur principal, c'est la société civile, c'est vous et moi, les ONG, les clubs communaux, etc. Et que ce à quoi l'État doit veiller, c'est à rendre possible l'émergence des communs que, ensemble, nous allons décider de préserver, dont nous allons décider de prendre soin. Nos écosystèmes naturels, nos langues, nos cultures, des monnaies locales, etc., etc. Et vous voyez que ça change complètement la perspective de la représentation de l'État. Si nous faisions ça, alors on pourrait poser une question à Bolsonaro au Brésil en lui disant « En tant qu'État, tu n'as pas le droit de détruire l'Amazonie parce que tu détruis un bien commun mondial. » Or, le boulot de l'État, c'est de préserver les biens communs. Mais tant qu'on conserve la représentation classique de l'État comme celui qui a un certain nombre de pouvoirs régaliens, assurer la sécurité en gros, et la paix civile, et puis la promotion des contrats privés, nous ne pourrons jamais rien dire à Bolsonaro. Donc ça suppose de réviser complètement notre représentation de ce que c'est que l'État et de ce que c'est qu'une démocratie. Voilà, je vais m'arrêter ici.